Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Aujourd'hui encore, ils forment la base du répertoire de toutes les compagnies de ballet classique. Ce sont les trois grands ballets les plus beaux du 19e siècle et tous trois sont signés Piotr Ilyich Tchaïkovski. Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant et Casse-Noisette. Avant Tchaïkovski, il y avait déjà une grande tradition de ballet en Russie, qui d'ailleurs lointainement venait de France. Ça nous entraînerait un peu loin. Cette grande tradition, avec sa technique de premier ordre, s'appuyait néanmoins sur une musique, disons-le, un petit peu médiocre, en tout cas avec des sujets un peu banals. Tout était prétexte aux exhibitions de danseurs. La musique était un peu ce qu'on pourrait qualifier de musique tapisserie, aussitôt entendue, aussitôt oubliée, qu'on n'aurait pas pu donner en concert par exemple. Il fallait vraiment qu'elle soit portée par le ballet lui-même. Avec le compositeur de la symphonie pathétique, on peut dire du ballet romantique qu'il change complètement de dimension et qu'il atteint une qualité qui en fait un genre musical à part entière. Cette trilogie donc, le Lac, la Belle et Casse-Noisette si je puis dire, cette trilogie marque le début de quelque chose de nouveau, tout un renouvellement esthétique dans l'interprétation de la danse elle-même, renouvellement qui, grâce aux apports de Rimsky-Korsakov, de Glazunov, de Stravinsky bien sûr et de Prokofiev, va faire des ballets russes les premiers du monde, tout simplement. Avec ces trois chefs-d'œuvre pour le ballet, Tchaïkovski avait ouvert la voie, nous dit Jérôme Bastianelli dans la biographie qu'il consacre chez Actes Sud au compositeur. La suprématie de l'art de la danse sur la musique était brisée, la musique de ballet devenait une œuvre symphonique, trouvant sa force expressive en elle-même, indépendamment des gestes chorégraphiques qu'elle accompagne, qui l'illustrent et la renforcent encore. Tchaïkovski, pour écrire la partition de Casse-Noisette, a dû suivre les instructions très minutieuses d'un chorégraphe français qui était arrivé en Russie, Marius Petipa. Alors, il faut vous dire que déjà pour l'élaboration de La Belle au bois dormant, Petipa avait fait valoir aux musiciens ses prérogatives. Ce ballet était une commande du Théâtre Marie. Il a été présenté en public le 27 janvier 1890 avec des décors, des costumes, des danseurs, tout ça extraordinaire, grand succès, mais la musique n'était pas encore tout à fait à son niveau de déploiement maximum. L'échec était moins net peut-être cependant que celui qu'on avait enregistré le soir de la première du Lac des Cygnes au Grand Théâtre de Moscou. Ça c'était en mars 77. Le ballet à l'époque presque entièrement composé lors d'un séjour que Tchaïkovski avait effectué à Paris en 1876 avait été créé sur une chorégraphie d'un certain Julius Reisinger, mais évidemment pour que ce ballet connaisse son grand succès, il allait falloir attendre l'arrivée de Petipa. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était originaire de Marseille, bien sûr, Marius Petipa. Il arrive à Saint-Pétersbourg en 1847. Il va présider aux destinées du théâtre Mariinsky, du théâtre Marie. Ça va durer un demi-siècle. Il donne une impulsion tout à fait exceptionnelle à la danse. Il hausse, on peut le dire, l'école russe au premier rang, tout simplement, avec ce que au XXe siècle on connaîtra avec les ballets russes de Serge Diaghilev, bien entendu. Il est secondé par le directeur des théâtres impériaux, qui s'appelle Ivan Vsevolovski, et on peut dire que c'est la grande époque du ballet russe, tout simplement. Voici ce qu'il nous dit dans ses propres mémoires. Monsieur Vsevolovski est un directeur noble et cultivé. Tous les artistes sans exception l'admirent. Cet homme, d'une grande bonté, était un véritable grand seigneur dans la meilleure acception de ce mot. J'ai eu l'insigne honneur de travailler souvent en sa compagnie. Il possédait au plus haut point le talent du dessin. Il effectuait des croquis pleins de goût et d'esprit pour les opéras et les ballets. La force de ce directeur artiste a été également de savoir utiliser l'immense génie de Piotr Ilyich Tchaïkovski, qui a signé 3 chefs-d'œuvre magistraux pour ballet, La Belle au bois dormant, Le Lac des Cygnes et Casse-Noisette, évidemment. Donc Vsevolovski et Petipa vont collaborer avec plusieurs compositeurs. Alors évidemment,
Si l'on regarde l'énorme production du chorégraphe, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de grands compositeurs là-dedans, hein. Les partitions de Cesare Pugni pour Ondine, de Léon Minkus pour la Bayadère évidemment, ou de Riccardo Drigo sont loin d'égaler celles de Tchaïkovski. Il paraîtrait aujourd'hui difficile de les écouter en dehors de la scène. Ce ne sont pas des musiques de concert, bien sûr. Casse-Noisette, ballet féerie en 2 actes et 3 tableaux, a demandé énormément de travail à Tchaïkovski. Il s'agissait d'honorer la commande dans les temps. Il va mettre la partition en chantier au moment d'un voyage aux États-Unis et puis il la complétera à son retour à Saint-Pétersbourg. En 1936, Nina Berberova a évidemment rédigé une biographie qui l'a amenée à se plonger dans la psyché tourmentée de Tchaïkovski, dans ce tempérament complexe. Et Nina Berberova souligne la profonde solitude du maître, cette faculté qu'ont les grands artistes quand ils créent à s'extraire des tourments qui minent leur quotidien. Et s'agissant de Tchaïkovski, bien sûr, il y a non seulement la souffrance du corps, mais celle du cœur, si je puis dire, liée à son homosexualité. Je la cite, c'est très beau. À Washington, à l'ambassade de Russie, on organise une réception en son honneur. À Philadelphie, en 2 jours, il se fait de nombreux amis parmi les musiciens, mais au milieu des succès, une de ses dents tombe, il zézait, et cela le met de mauvaise humeur pour une semaine. Par moments, il lui semblait que ce n'était pas son vrai moi qui voyageait, mais quelqu'un d'autre. Était-ce possible que ce fût lui qui supportait, en s'amusant presque, ces répétitions, ces rencontres, cette tempête qui déchaînait l'Atlantique ? Le vrai moi tremblait, languissait, ce moi sanglotait sans cesse. Au milieu de cette foule hospitalière enthousiaste, ce moi était plus que jamais solitaire, seul à l'étranger, seul en Russie, seul éternellement, partout. Personne n'avait besoin de lui, et il n'avait même plus Madame von Meck. Madame von Meck, vous savez que c'est la grande mécène avec laquelle Tchaïkovski avait fini par se brouiller. Il travaillait, ajoute-t-elle, avec application. En rêve, il voyait des notes de musique qui, par on ne sait quelle fatalité, ne donnaient jamais ce qu'il voulait. Très souvent, il avait des rêves de cette sorte, et en écrivant Casse-Noisette, il rêvait chaque nuit qu'il était un danseur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tchaïkovski élabore un véritable conte musical. Il y a là-dedans tout le monde de l'enfance avec la fête de Noël, les jouets bien sûr, le monde des adultes nettement plus prosaïque, et tout ça se mêle à la féerie la plus débridée, la ville enchantée de Confiturenbourg où règne la fée dragée et le prince Orja. Le compositeur est parti du scénario précis qu'avaient fourni Petipa et Voevorovsky, et lui-même, à travers la version un petit peu affadie de l'histoire du Casse-Noisette d'Alexandre Dumas, lui-même s'est inspiré d'une des fantaisies à la manière de Callot de Hoffmann, le Casse-Noisette et le roi des souris. C'était un conte de 1815. Voici un extrait du schéma détaillé que Petipa a envoyé à Tchaïkovski pour vous montrer jusqu'à quel point ça va dans le détail. Numéro 1, musique douce, 64 mesures, c'est pas 66. Numéro 2, l'arbre s'éclaire, musique pétillante, 8 mesures. Numéro 3, l'entrée des enfants, musique bruyante, 24 mesures. Numéro 4, le moment d'étonnement et d'admiration, un trémolo de quelques mesures seulement. Numéro 5, marche de 64 mesures. Numéro 6, entrée des incroyables, 16 mesures rococo. Numéro 7, galop. Numéro 8, l'entrée de Drosselmeyer. Musique un peu effrayante et en même temps comique. Un mouvement large de 16 à 24 mesures. Vous vous rendez compte, il n'y a plus qu'à suivre les indications, quoi. Les exigences en termes de nombre de mesures préfigurent les exigences en termes de minutage qu'on aura plus tard quand on aura affaire à la musique de film. Songez par exemple à la correspondance entre Eisenstein et Prokofiev sur Alexandre Nevsky. Vous vous rappelez cette extraordinaire exigence d'Eisenstein qui voudrait quasiment écrire la musique à la place de Prokofiev. Bref, l'action donc de Casse-Noisette se situe au début du 19e siècle en Allemagne, le soir de Noël, chez un riche bourgeois qui s'appelle Silberhaus.
Les enfants de la maison, Clara et Fritz, sont là à tourner autour des cadeaux qu'on a rassemblés devant l'arbre de Noël, tandis que Drosselmeyer, le parrain de la fillette, lui apporte un casse-noisette en forme de militaire. Et Fritz ne tarde pas, il fallait s'y attendre, à casser le casse-noisette. Clara le couche sur un petit lit de poupée, les invités partent et une fois la fête finie, Clara ne parvient pas à s'endormir. Il y a toute une armée de souris avec un roi à leur tête qui viennent s'attaquer à l'arbre de Noël. Les jouets se mettent à vivre et le vaillant petit casse-noisette résiste à l'invasion tout seul. Il est incroyable, il se transforme peu à peu en un séduisant jeune homme. La chambre disparaît, le décor est remplacé par celui d'une forêt en plein hiver. 1000 flocons de neige, 10 000, 100 000. Clara et Casse-Noisette sont accueillis comme des hôtes de marque une fois arrivés chez la fée dragée et le prince Orgeat, où tout n'est que sucrerie, friandise, où tout n'est que totale fantaisie de sucre. Une suite de valses, de divertissements, et c'est là-dedans qu'il y a la valse des fleurs, bien entendu, va clore ce deuxième acte dans une sorte d'apothéose étincelante. Vous écoutez Radio Classique. Au départ, il ne faut pas croire que Tchaïkovski ait sauté de joie en lisant ce livret. Mais enfin, comment voulez-vous que je représente un confiture Hambourg en musique, demande-t-il, en évoquant ce palais enchanté dans lequel se déroule donc une action un peu difficile à saisir. Et pourtant, Tchaïkovski a le don de l'enfance. Il capte cette magie de l'enfance, un peu comme Mozart ou Ravel plus tard, bien sûr. Il va introduire une partie de Célesta. Le Célesta, c'est une sorte d'instrument féerique et doux qu'il a découvert à Paris au printemps de 1891. Ne le montre à personne, écrit le compositeur à son éditeur, c'est Jürgenson. Il lui a demandé cette nouveauté, Jürgenson. Donc, ne le montre à personne car j'ai peur que Rimsky-Korsakov ou Glazunov n'en aient vent et n'utilisent avant moi ces merveilleux effets, dit-il. Et oui, il faut que le public soit saisi, séduit par ces accords un peu particuliers. La musique de Casse-Noisette regorge d'harmonies post-romantiques avec une espèce de parfum slave très particulier. Le premier acte comporte beaucoup de références au style classique de la fin du XVIIIe. Là, on est encore tout à fait dans l'admiration de Tchaïkovski pour Mozart. Hein. La suite d'orchestre, l'opus 71A, a été conçue au même moment que la composition de Tchaïkovski, qui en a donné une audition en mars 92, 7 mars 92, c'est-à-dire avant qu'on ne représente le ballet tout entier, bien sûr. Elle comprend cette première audition, 8 numéros de la partition complètement enchanteresse, la légèreté de l'ouverture. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, j'écoutais ça presque sans interruption. C'est scintillant, bien sûr, et puis l'enfilade des danses caractéristiques, la marche irrésistible, la danse de la fée dragée, donc bien sûr cette berceuse qui instaure un dialogue entre cet instrument que Tchaïkovski est le premier à utiliser, là, le Célesta, et puis la clarinette et la clarinette basse. Et puis ensuite, il y a cette danse russe, le trépak, l'orientalisante danse arabe dont la langueur tranche un peu avec la danse chinoise plus drôle, la danse des mirlitons conduite par les 3 flûtes, le cor anglais et les cuivres. Puis les grandes valses, bien sûr, notamment la célèbre valse des flocons de neige, accompagnée par un chœur de 24 voix d'enfants, qui souvent d'ailleurs sont remplacées par des femmes. Et puis la valse des fleurs, bien sûr. Et puis le pas de deux, enfin, etc. Les auditeurs de Radio Classique connaissent tout ça, ne serait-ce que parce que ce pas de deux, il sert d'indication aux variations de Francis Drezel, n'est-ce pas ? Le monde de Casse-Noisette est un petit peu plus ambigu qu'on ne pourrait le croire comme ça, de prime abord. Certains observateurs ont évoqué, pour expliquer l'effet produit sur scène et dans l'oreille, la consommation de morphine qui fait voyager dans un monde imaginaire. Dans ce monde, Tchaïkovski rencontre sa sœur, la fée dragée, sa nièce, la petite Marie, et son neveu adoré Bob, qui est le prince Orgeat. C'est en tout cas ce que nous dit le critique de ballet Pavel Yachenkov. La morphine a emporté les vies de sa nièce, de sa sœur, et plus tard, après la mort de Tchaïkovski, de son neveu. Voyez un peu à quel point, si l'on creuse les choses, on se rend compte qu'il y a bien de la noirceur et de l'inattendu derrière tout ça. Marius Petipa vit lui aussi une tragédie pendant la création de Casse-Noisette, puisque il vient de perdre sa fille et il est dans une dépression totale. Et oui, parfois, un très grand bonheur scintillant peut cacher de terribles malheurs.
Franck Ferrand sur Radio Classique. Tchaïkovski, néanmoins, considère cette œuvre comme inférieure à La Belle au bois dormant. Les premières critiques, dès le lendemain de la création, le 6 décembre 92, lui donnent d'ailleurs un peu raison, puisque son frère Modeste juge que le sujet est trop éloigné des traditions du ballet. Ah ben ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que la chorégraphie confie inopportunément, je cite, pendant tout le premier acte, les rôles principaux aux enfants et non aux ballerines. Et est-ce que c'est pas finalement ce qu'on aime dans cette espèce de ballet de Noël ? Casse-Noisette n'a peut-être pas le souffle, l'élan lyrique des deux autres grands ballets qui l'avaient précédé, mais pour ce qui est de l'imagination mélodique, de la richesse de l'orchestration et de sa maîtrise, bien sûr, que le chef Sir Simon Rattle n'hésite pas à qualifier de révolutionnaire, on doit pouvoir dire qu'il est indépassable, ce ballet-là. Je laisse, si vous le voulez bien, ou c'est Jérémy Bigori qui laisse la parole à Julien Green dans son journal à la date du 10 juin 1955 pour trouver les mots justes à propos de Casse-Noisette. Je cite donc Julien Green. La musique du Casse-Noisette de Tchaïkovski, c'est un conte de fées raconté par le diable. La douceur, la mélancolie, la tendresse, le charme, la gaieté subite, impérieuse, indiscrète, la fanfaronnade, la sensualité sous le masque de la grâce et de la politesse, je ne sais quoi d'insinuant, et puis une brutalité soudaine, de l'énergie, de grands éclats triomphaux. C'est bien là sa manière.